Putain, j'ai tragédie dans la tête là. C'est horrible. De rien. Salaud. C'est où tu te caches, enculé. Donc... Astos, tu te caches. Je vais aussi me servir à boire parce que sinon... Reste là, bonhomme, reste là. Non, on va pas triturer les fils, s'il te plaît. Va jouer avec la porte, c'est bien. Ou avec la litière du chat, c'est bien aussi. Skype. Est-ce que tu... Ah, c'est chiant. Je te déteste. Moi, quand j'ai une musique en tête, je me pense toujours à la musique de la maison des poupées à Disneyland. Ouais, moi ça marche pas. Ouais. Je la trouve pas assez agaçante. Ah, je trouve que c'est assez coriace. Patrick Sébastien, ça marche bien aussi. Les sardines. Qu'est-ce qu'on c'est super. Trapéziste, c'est génial de ma cousine. Ouais, il va pas falloir que je fasse conche devant le micro. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Et ben pour un truc à organiser à l'arrache au niveau technique, je suis content que ça marche du premier coup, je vous le cache pas. Hello tout le monde, vous écoutez le 32e numéro... Merde, 32e 33, voilà. Voilà comment foirer son début de saison. Super. Vous écoutez le 33e numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries, celui-là même qui ouvre la 4e saison du podcast. J'espère que vous avez passé un été aussi safe qu'agréable et que la rentrée s'est déroulée sans encombre, lol, et sans test positif au Covid. Pour cette reprise en douceur, on va faire un numéro classique sur un film très cool, très posé, très serein, quelque chose d'absolument pas anxiogène. Très happy. En fait, c'est The Thing, The John Carpenter, un film fantastique, cradingue comme on les aime. Et je crois même que c'est la première fois qu'on saute à pieds joints dans le genre de l'horreur depuis les débuts du podcast. Il me semble bien. Ah non, écoutez, on avait fait Ouais, Alien X-Files en quelque sorte. et X-Files, et donc pas du tout. Et on avait fait Thriller de Michael Jackson dans un genre différent. Donc en fait, c'est pas du tout la première entrée. Et les talons noirs, évidemment. Dans un autre genre. Vous les avez entendus, je suis bien entouré et naturellement bien accompagné pour cet épisode. Vous les connaissez tous si vous êtes un fidèle de l'émission. Ils sont tous venus au moins 2-3 fois, si c'est pas 7 ou 8. Je vais les présenter quand même et vous les présenter dans l'ordre des numéros où vous avez pu les entendre. Et d'abord, il y a Arnold. Salut. Comment ça va? Bah écoute, en de telles circonstances, très bien. Bon, je me sens comme chez moi. Si tu es chez toi. Ah. On va rappeler que tu es chanteur, traducteur, animateur de la chaîne La Grande Entrée, de timburton.net aussi. Absolument, timburton.net. J'oublie forcément quelques casquettes. Non, là je pense qu'on est pas trop mal. Ça me semble concis, précis. Bon, tout est très bien. Tu m'envoies ravi. Et donc là je l'ai noté, tu étais venu pour l'épisode 23, c'était pour les inconnus, donc c'était il y a presque un an. Eh bah dis donc, le temps file. Oui. Il s'en est passé des choses entre temps. C'était une année un peu spéciale, c'est pour ça qu'il y a eu un numéro, tout ça. Depuis Montpellier, on a Faye avec nous. Salut. Salut, contente de revenir. Toujours un plaisir. Partagé. Toi, c'était pour l'épisode spécial qu'on avait fait, c'était Curiosité. Tu étais avec James d'ailleurs, donc ça remonte aussi il y a un petit moment. Ouais. Ça fait un moment que j'étais pas revenue. Il fallait qu'on se repasse ça. On rappelle que tu es l'animatrice du podcast Geek en série avec James qu'on salue et qui doit pas être loin derrière toi. Non, il est dans le fond, c'est mon public. Vous animez également Comics Discovery, entre autres choses. Vous avez même plusieurs nouvelles productions, si je me rappelle bien. Oui, là bientôt il y a une nouvelle formule de notre podcast cinéma qui devra arriver, donc on a hâte, on croise les doigts, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et de toute façon, je rajouterai ça en description de l'épisode.
Oui, oui, ça je l'ai dit, donc je passe. Je relis mes notes après avoir improvisé mon organisation. C'est tout moi, ça. Et enfin, il y a Jean-Victor. Bonjour, qui est en train de boire du Lipton citron vert menthe. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bah écoute, oui, pareil, vu les circonstances, ça va plutôt pas mal. Membre éminent de la team CloneWeb. Tout à fait. Et de son extension Audio Happy Hour. Le fameux. Tu apprivoises le son et la vidéo dans ta vie professionnelle au quotidien. Oui, je suis monteur de profession. Et ta dernière intervention, on en parlait tout à l'heure, c'était l'épisode sur Thriller, justement. Ouais, je suis venu pour Alien et pour Thriller, donc à chaque fois des sujets très heureux. C'était la signature, je sais pas. Pour contrebalancer, on avait fait un hommage collatéral sur les sœurs Wachowski, qui là était un sujet très heureux. Plus joyeux, ouais. Très positif, tout ça. À écouter d'urgence. Oui, si vous avez 7h30 devant vous. Mais l'émission était passionnante, je me permets, mais l'émission était passionnante, je me suis régalé, franchement. Moi, merci je me suis beaucoup. endormi que 2 fois. Passionnant, mais long. Et je ne plaisante pas, elle fait vraiment 7h30. Voilà. On salue aussi Adrien qui aurait pu être des nôtres, mais non, ce n'est que partie remise, mais que voulez-vous, la vie parentale. Et on salue aussi Asina qui nous a appris aujourd'hui, alors qu'il a brunché chez moi tout à l'heure, qu'il ne venait pas aujourd'hui, le petit bâtard. Passons, merci à vous trois de votre présence physique et virtuelle, d'autant que ça fait 6 mois qu'on essaie de la faire, cette émission-là. Je crois que c'est le fil rouge le plus long depuis le début de l'émission. Mais est-ce que braver une pandémie pour parler de The Thing, c'est pas naturel finalement? C'est pour ça en fait. Ouais. Là, c'est du storytelling. En fait, ce qu'on fait là, c'est tout était pensé. Et donc, on va passer une petite heure ensemble pour parler de John Carpenter et de cette chose venue d'un autre monde. Juste avant qu'on se lance, je vais rappeler, pour ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois, que ce n'est aucunement une réunion de spécialistes, même si on a des ténors du sujet autour de moi. Si vous voulez... en fait, il y a plein d'autres podcasts qui entrent dans le vif du sujet. Je vous recommande tout particulièrement Split Screen, qui fourmille de détails sur la jeunesse du projet, de sa production, etc. Ça vaut pour leur épisode sur The Thing, comme sur tout plein d'autres choses. De notre côté, on va essayer d'expliquer quel impact a eu cette œuvre pour nous et en quoi elle est importante encore aujourd'hui. Bref, c'est une petite Madeleine de Proust sous forme audio qu'on va vous livrer. Et j'ai évité le petit rototo là. Voilà. Ah mais si tu le dis, ça marche pas. Ouais, mais ça se recouperait. C'est bon, normalement il n'est pas contaminé par la chose. Il a des rejets. Même si on va évidemment réintroduire le sujet tout de suite. Donc avant que je lance le chrono, qui veut bien présenter en quelques mots The Thing, nous dire d'où vient l'idée originale? Tiens, Arnold, ça fait un moment qu'on t'a pas eu. Eh bien, c'est le 6e film de John Carpenter, si on compte Dark Star, son premier sujet d'étude qu'il a fait quand il était jeune, qui est en quelque sorte le remake d'un film qui s'appelle La chose d'un autre monde, Howard Hawks et de Christian Ninby, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti en 1951 et qui lui-même était l'adaptation d'un livre de John Campbell, W. Campbell, qui s'appelle tout simplement The Thing. En France, je crois que c'était sorti sous le titre La bête d'un autre monde. Le livre bientôt réédité chez Le Bélial, le 5 novembre prochain dans une nouvelle traduction. Encore une fois, tout était calculé. Hein. Je crois que voilà. En fait, c'est que du hasard complet. C'est la fin d'année The Thing, quoi. Oui. Et donc c'est un film très important pour John Carpenter parce que c'est le remake d'un film qui fait partie de ses références premières, d'un de ses premiers grands amours de cinéma. Ouais, c'est un de ses films préférés. Ouais. Un de ses films préférés, et c'est aussi paradoxalement un des plus gros échecs de sa carrière, puisque le film sorti en 82 fera un échec absolument retentissant, qui manque de le mettre au chômage, et qui, là on est à
37 ans, 35, un peu plus de 35 ans de la sortie initiale du film, qui est aujourd'hui considéré comme un classique par absolument toutes les sphères, cinéma, pop culture, en grande partie grâce à ses effets spéciaux saisissants signés Rob Bottin, qui ont un peu défini la génération des années 80 en termes de créatures d'effets spéciaux. C'est bien, t'as lu toutes les petites notes que j'avais. Donc, je précise qu'il a fait ça sans aucune note, c'est assez spectaculaire en vrai. Ouais, bon, mais il est spectaculaire. Tu veux rajouter quelque chose, Faye ? Tout de suite. Ouais, bah, je rajouterais, pour avoir vu des interviews de John Carpenter, je vais y arriver, qu'en fait, maintenant, il a pas mal de recul sur le film parce qu'il disait qu'en fait, à Hollywood, il y avait toujours ce côté, on vous porte au pinacle et au bout d'un moment, paf, on vous descend. Et il disait que bah finalement, ce film-là, c'était le début où on l'avait un peu descendu et que finalement, en fait, il disait c'est le business et qu'il était content que maintenant, bah il y a des gens qui aiment son film et que ça lui suffisait et qui s'en fichaient du reste, quoi, qui regardaient pas les analyses ou d'autres critiques qu'on pouvait encore faire. Vraiment, je trouvais que c'était plutôt intéressant la façon dont il prenait. Jean-Victor, un truc à ajouter ? Ça m'étonne parce que je sais qu'il y a aussi un moment où en fait il était assez cynique vis-à-vis de la réception tardive du film en disant il y a pas mal de gens qui allaient le voir en disant ouais mec ce film c'est vraiment super etc. Et lui il disait bah c'est gentil mais en fait il fallait le dire ça à l'époque et il fallait l'aider un peu à l'époque parce que en fait ça a été vraiment un tournant dans sa carrière dans le sens où c'était son premier très très gros film de studio et en gros ça devait être son tremplin pour Hollywood. Et Carpenter, c'est toujours quelqu'un qui a voulu qui a toujours visé une espèce de carrière. Bon, c'est un cinéaste très différent, mais un peu à la Spielberg. En fait, lui, il visait vraiment des très gros films. Et The Thing, c'était son tremplin pour ça. Bon, il s'est pris Spielberg littéralement en face à ce moment-là, ce qui a fait que l'histoire n'est pas celle qu'il voulait. Mais il a quand même une période où il disait bon, bah, vous êtes gentils à kiffer The Thing, mais c'est un peu tard, les mecs, quoi. Non mais c'est vrai qu'il avait cette période-là et puis avec la vieillesse peut-être des fois la sagesse. Tu vois des choses que tu ne voyais pas. Ouais, voilà. Puis après il disait aussi que comme il voulait rester avec les studios, c'est pour ça qu'il a accepté après de faire ça avec Christine, alors que le projet l'intéressait pas plus que ça, mais c'était un moyen pour lui de rester en fait dans ce système jusqu'à qu'au bout d'un moment il en ait marre, quoi. Moi je retiens beaucoup ça aussi, plutôt le côté cynique du personnage. Il est passé pas mal ces dernières années dans des podcasts, dans des émissions. Il a reçu une masterclass à Cannes où il a reçu le Carrosse d'Or. Et effectivement, moi je trouve qu'il en parle plutôt avec cynisme maintenant du succès à rebours de The Thing. C'est plutôt ce qu'il en ressort, quoi. Ça reste un de ses films préférés quand on lui en parle. Il dit que c'est un de ses grands moments de carrière, mais j'ai l'impression que le fait que ça vienne si tard je pense qu'il est à la fois il a la reconnaissance critique qui fait qu'il se dit bon c'est cool, je suis reconnu quand même comme un metteur en scène important, mais effectivement il a un petit peu acariade vis-à-vis de sa carrière et du fait que c'était un rendez-vous manqué. Il y a toute une carrière alternative qui aurait pu se forger autour du personnage à partir du moment où le film aurait marché, ce qui n'a pas été le cas. Écoutez, moi je sais que j'avais vu ça sur une interview pour OCS. Ils avaient fait vous savez, une petite série de documentaires sur les réalisateurs des années 80. Et c'est là que j'avais vu justement cette déclaration-là sur The Thing. Et il disait que ce qui lui avait plu sur le tournage, c'est qu'il avait pu énormément expérimenter. Comme les acteurs qui étaient engagés, c'était des gens qui connaissaient bien leur métier, qui étaient investis, ils pouvaient ne pas trop se focaliser sur eux et expérimenter plein de choses du point de vue des créatures, de la réalisation. Et du coup, il s'était éclaté à faire ça, en fait. Je rajoute mon petit grain de sel parce que je pense que vous avez tous raison, parce que Carpenter, il est aussi connu pour s'exprimer et dire le contraire de l'interview qu'il a pu faire 2 mois avant. Donc en fait, c'est pas normal. Hein. Ça dépend si on lui a signé un chèque entre-temps. Voilà. Ça dépend de son humeur, écoutez. Des fois il est content, des fois pas content. Voilà, c'est la vie. Il est humain après tout. Faye, tu veux garder la parole et nous présenter un peu le pitch du film, ce qui s'y passe dedans, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, écoutez, on est dans un endroit où il fait très très froid. On a plein d'hommes enfermés comme ça dans une station de recherche. Et en fait, un jour, ils voient un chien qui arrive, qui court vers eux, poursuivi par un hélicoptère. Et apparemment, c'est des gens, je crois que c'est des Norvégiens qui sont dans une station un peu plus loin et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils poursuivent ce chien ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, ils vont mener l'enquête et ils s'aperçoivent que tous les Norvégiens sont morts, il s'est passé quelque chose dans leur camp, mais ils savent pas quoi. Et dans leur base, il va commencer à se passer des choses bizarres. Il y a une créature qui va faire ami avec les chiens et commencer un peu à mettre le bordel dans leur joyeuse équipe, et ça va monter dans un match de virilité, à savoir mais qui c'est qui est méchant, c'est moi le plus fort, attention, voilà.
Je vous résume pour essayer de pas vous faire peur, mais en vrai, c'est très, très anxiogène. C'est presque mignon. Ouais. J'aime bien le ami avec les chiens. ouais, tout est relatif. Bah oui, c'est quand même plus sympa que de dire bon bah il leur fait des choses pas très sympathiques, il leur expose. Ça vire un peu au hentai cette histoire. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet et lancer le chronomètre. Je rappelle qu'on a 1 heure pour débattre ensemble maximum, et dès qu'on entendra le gong, on tâchera de terminer gentiment. Attention, je change d'onglet et j'appuie, c'est parti. La question de début traditionnel, c'est vous allez chacun décrire la manière dont vous avez découvert cette œuvre. Vous aviez quel âge, c'était à quelle période, quels sont vos souvenirs de l'époque et quelle a été votre perception de la chose. Jean-Victor. Ah, c'est moi qui commence. Et oui, c'est pif. Moi, je l'ai découvert. J'étais autour de mes 18 ans, 19 ans, je pense. C'était à l'époque où je venais d'arriver à Paris en tant que jeune étudiant en cinéma. Je me disais, bon, il faut que je rattrape plein de films, il faut que je rattrape plein de classiques. Et je me faisais des filmographies complètes. En fait, je prenais un réalisateur et je regardais tout ce qu'il faisait. Et durant cette période, il y a eu 3 réalisateurs qui ont été vraiment C'était un peu Disneyland de découvrir leur filmographie. Le premier, c'était Paul Verhoeven, où à partir de Robocop, j'étais traumatisé à chaque film et j'étais très content. Le deuxième, c'était De Palma. Et le troisième, est celui qui a fait le plus forte impression à cette période-là. C'était notre ami John Carpenter. Et le sommet de ça, les 2 gros chocs, ça a été Halloween et The Thing. Et c'est marrant, en fait, The Thing, c'est un film dont on m'avait beaucoup parlé, parce qu'évidemment, je suis entouré de gens qui adorent le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique, pour qui c'était une référence absolue. Et malgré toutes les louanges qu'on en avait fait, en fait, j'étais pas prêt, quoi. C'est vraiment, ça a été un choc sur le coup, et ça a été d'autant plus un choc que pour moi, en fait, c'est un film. J'en ai pas vu 36 comme ça, quoi. Je trouve que le film c'est un film qui a eu une influence absolument monstrueuse derrière, et il y a eu pas mal de copies un peu palaudes. Mais pour le revoir très fréquemment, et encore aujourd'hui, juste avant de venir enregistrer ce podcast, je trouve que c'est un film qui est assez magnétique et qui arrive en fait à la fois à être la synthèse de son réalisateur et en même temps à être une sous-influence très forte, parce qu'on pense aussi beaucoup à Lovecraft, mais à être une proposition totalement forte et à être un film qui a une telle singularité, qui a une telle frontalité dans son traitement et dans sa réalisation, parce que c'est absolument bluffant ce qu'ils ont réussi à faire déjà pour l'époque et même encore aujourd'hui, que ça a été un choc du début à la fin. Et je me souviens, le générique qui défile et moi qui étais complètement scotché devant mon écran, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir, et c'était vraiment la claque, quoi. Arnold. Moi, je l'ai découvert plus jeune que toi. Je l'ai découvert, je devais avoir 11-12 ans, un truc comme ça, grâce à la belle période qui était la période des VHS. Je l'ai découvert chez mon cousin qui avait avec sa famille une belle armoire remplie de films de tout genre, hein. La toute dernière étagère, c'était les films que les jeunes n'avaient pas le droit de voir. L'étagère interdite. Y compris les Max Pécasse, bien évidemment, Monsieur Bastos. Et parmi lesquels il y avait The Thing. Et bien évidemment, mon cousin l'avait déjà vu en scred sur le magnétoscope familial. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu regardes The Thing, c'est génial, il y a des monstres super chelous. Et il était plus âgé que toi, même? Non, il avait mon âge, complètement mon âge. Et il m'a dit, c'est trop ouf. Et on était déjà à fond dans le cinéma d'horreur. Et étant déjà le curieux que j'étais, je lui ai emprunté la cassette. Et ça a été un moment extraordinaire de découverte, d'effets spéciaux. J'avais déjà vu des films qui ressemblaient à ça avant. J'avais déjà vu un Sous The Thing qui s'appelait Léviathan, qui m'avait hyper traumatisé, qui n'est pas un si bon film que ça, avec Peter Weller de Robocop d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu savoir absolument qui avait fait ce film, et j'ai vu sur la jaquette que c'était John Carpenter. C'était un nom que je connaissais déjà, parce qu'un de mes films d'enfance, alors attention, accrochez-vous, un de mes films d'enfance, c'était Christine, qui est quand même pas un film pour les enfants, que mes frangins m'avaient beaucoup... Ça explique bien des choses. Parce que j'adorais les voitures quand j'étais petit. Que mes frangins m'avaient beaucoup fait regarder, et qui me faisait peur, mais qui me fascinait en même temps. Ça fait partie de ces petites Madeleines de Proust fantastiques de mon enfance. Et puis à partir de ce moment-là, John Carpenter, je les ai tous saignés, quoi. J'allais au vidéoclub pour louer Halloween, pour tous les voir, quoi. Et c'est devenu un de mes réalisateurs fétiches à partir de ce moment-là. Donc du film en lui-même, j'étais déjà assez en âge de comprendre ce que c'était que des effets spéciaux, comment c'était foutu. On était déjà un peu à l'époque du début du numérique, vraiment décomplexé avec les Matrix et tout ça. Donc quand enfin je l'ai vu, là j'ai commencé à être super curieux vis-à-vis de la méthode. De la méthode de conception d'effets spéciaux, en me disant comment ils ont fait ça. Enfin, c'est assez impressionnant, en comprenant que c'était que à base d'animatronique et tout, mais certains effets restaient quand même hyper bluffants pour l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quoi. Donc moi j'ai surtout été happé par le côté effets spéciaux et par le côté paranoïaque de la chose, quoi. C'est vraiment les 10 petits nègres, mais version horrifique, quoi. On va entrer dans un second temps sur les
points de détail qui vous ont pas particulièrement intéressé, mais je te passe la parole tout de suite, Faye, mais j'aimerais revenir sur votre découverte de Carpenter. Donc toi, c'était ton premier par la force des choses, si je... non, c'était Christine. Ouais, Christine était mon tout premier. Ouais. Et toi, donc, c'était lors d'un marathon, Jean-Victor? Enfin, moi, j'en mettais un par jour, en fait, mais je crois que le premier, c'était Halloween. D'accord. À toi, Faye, du coup, ta découverte et ton rapport avec Carpenter? Ouais, moi, j'ai découvert le film, je devais avoir à peu près 13 ans. Et comme toutes les bonnes choses, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Et il avait commencé à me faire découvrir Carpenter, donc j'avais vu avant New York 97 et Jack Burton. Alors déjà, ça avait fait naître mon amour pour Kurt Russell, et là, The Thing, ça a arrangé encore plus les choses, hein. Et puis vraiment, mais ce film, ça m'a rendue également complètement amoureuse du style de Carpenter. Ça a été une vraie claque. J'adorais tout ce qui était monstre et tout, et j'ai été complètement fascinée parce que le film proposait tout ce travail sur les corps déformés, sur les attaques. J'étais scotchée par le maquillage, les animatroniques. Enfin, vraiment, j'étais hypnotisée. Et ensuite, j'ai adoré toute l'ambiance paranoïaque, la façon dont Carpenter arrive à gérer cette ambiance. Ça monte petit à petit, ça explose, t'as tout ce côté, ça travaille sur les angoisses, sur des choses qui sont finalement bien réelles. Et au final, c'est pas les créatures qui m'ont fait peur, c'est les hommes entre eux. Tu te dis à chaque fois que t'as un stress, finalement, tu te retournes contre les personnes que tu connais au lieu de te retourner contre ce vers quoi tu devrais te retourner. Et et moi qui suis quelqu'un de très angoissé, en fait, je me suis retrouvée totalement dans le film. Je me suis dit, mais oui, c'est moi avec mes angoisses. Et je suis restée scotchée du début à la fin. Et c'est là que, Carpenter, c'est vraiment devenu un de mes réalisateurs préférés. C'est même mon réalisateur préféré. Et plus je vieillis, plus il prend une importance sur moi à chaque fois que je revois ses films. Ça m'inspire pour énormément de choses. Quant à moi, je l'ai découvert un peu sur le tard. Alors, je dis sur le tard, mais je devais avoir 18-19 ans. Donc, le bon âge pour regarder ça, pour une famille à peu près saine d'esprit. Mais la mienne ne l'était pas trop, dans la mesure où j'ai dû regarder Alien et L'Exorciste beaucoup trop tôt. Et du coup, je pense que j'avais typiquement le bon âge pour appréhender ce film-là. C'était lors d'une soirée DVD organisée par un pote. Je ne connaissais absolument pas ce film-là, alors que j'avais déjà mangé quelques Carpenter, mais sans savoir qui était vraiment Carpenter. Vraiment, là, ça faisait défaut à ma culture ciné de l'époque. Et encore aujourd'hui, il y en a plein, tu vois, Christine, je l'ai toujours pas vu. Il y en a plein de Carpenter que j'ai pas vu. Et je me souviens y être un peu allé à reculons à cette soirée DVD parce que la personne qui l'organisait était à l'antipode de mes goûts. Et je crois que quelle que soit la personne que rencontre ce pote, ses goûts seront à l'opposé des goûts des personnes qu'ils rencontreront. Donc ça, c'est la première chose. Et néanmoins, donc très très bonne découverte. Et en fait, comme vous, plus que le côté horrifique, moi je m'attendais à un truc vraiment qui est bien gore, et bon, j'ai été servi. Mais c'est vraiment l'aspect suspense qui m'a catché, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Si on explore un peu plus votre rapport à l'horreur, parce que toi, tu disais, Arnold, que tu avais déjà exploré un imaginaire fantastique. Est-ce que ça comblait une case? Est-ce que c'était typiquement ce que tu voulais? Quel était ton rapport au genre à cet âge-là? Mon rapport au genre, j'étais déjà bien calé sur les films fantastiques et horreur. C'était déjà le style que je préférais parce que c'était je vais prendre un peu d'avance sur le propos de ce podcast, mais il mute avec son temps, et c'est ce que je trouve fascinant. Donc quand j'ai appris beaucoup plus tard que c'était, par exemple, ce film était le remake d'un original, j'ai voulu voir l'original, j'ai compris ce qu'il avait d'important par rapport à son époque. Est-ce que The Thing avait d'important par rapport à la sienne? C'était quoi la question déjà? Ton rapport avec le genre. Mon rapport avec le genre tenait déjà du domaine de l'intime, un petit peu. En revanche, ce que The Thing y a apporté, c'est, je dirais, une dédramatisation de l'horreur, dans le sens où l'origine de la créature étant extraterrestre, je me suis senti un peu rassuré vis-à-vis de ce que je voyais, en me disant ça peut pas arriver tous les jours, ça, tu vois, quitter un sentiment de peur et de rejet que je pouvais avoir avec certains films de genre beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus crasseux et dégueulasses, comme les premiers Wes Craven par exemple, auxquels j'adhérais pas du tout à l'époque. Là il a réussi à conjuguer l'horreur graphique
ce qu'on appelle maintenant le body horror, enfin avec les mutations d'horreur, ce genre de truc, qui est quelque chose qui me dérangeait un petit peu, mais avec un côté quand même assez rock'n'roll et assez fun qui est quand même typique de Carpenter parce qu'on sent qu'il s'amuse à faire ce qu'il fait, puis avec des archétypes de personnages qui sont attachants dans leur côté bourrin et leur côté personnage de western, tout simplement. Bourrin, c'est l'adjectif parfait. Bourrin, c'est complètement parfait. C'est des personnages de western et qui ont des punchlines, qui se disputent sans arrêt, et avec cette petite bestiole informe qui met une petite graine de la discorde au milieu. Je trouvais qu'il y avait un équilibre très sympa. Donc, je crois que ça a apporté vraiment un équilibre entre l'horreur et le fun, dont j'avais pas forcément conscience avant, et qui fait que j'ai fait tourner la VHS en boucle. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai maté en boucle, sans j'appréhendais pas de le revoir, quoi. Je me disais, je veux tout comprendre de chaque plan, et il a viré à l'obsession, ce film, pour moi, en termes des plans, des cadrages et tout. Faye. Ouais, moi en fait j'ai toujours aimé tout ce qui était fantastique, un peu voilà, j'adorais tout ce qui était les monstres classiques, tu vois, Dracula, Frankenstein, la momie. J'avais déjà vu pas mal voilà les vieux films Universal, j'avais vu quelques Hammer et tout. Et c'est vrai que là, à partir de 12-13 ans, je commençais à découvrir un peu plus d'autres types. Tu vois, j'avais vu Alien, je commençais à voir un peu de slasher, enfin un truc comme ça. Et c'est vrai que le The Thing de Carpenter, pour moi, ça m'a amené un côté plus moderne, et je commençais à me dire ouais, il y a autre chose que toutes ces légendes et tout ça. Et je me suis dit qu'on pouvait inventer tout ce qu'on voulait, se servir des peurs qui nous entouraient pour créer des créatures et voilà, faire frissonner les gens, et ça m'a encore plus rendu accro à ce genre-là. Puis je sais pas, j'ai un peu de sympathie pour les monstres. Je me sens toujours, je les soutiens, tu vois. C'est un peu de l'amour en fait. Jean-Victor. Moi, ça s'est posé un peu comme un monolithe dans l'écriture. En fait, je me suis dit, tu peux faire du cinéma d'horreur très graphique et qui t'en colle vraiment plein la gueule, et en même temps être super rigoureux sur tes personnages, et avoir un sous-texte, je sais pas si c'est philosophique, métaphysique ou quoi, mais où fondamentalement tu parles de l'humain, parce qu'on a beau avoir cette chose, cette entité venue d'ailleurs, en fin de compte c'est quand même 10 mecs enfermés dans une base qui vont se foutre sur la gueule et qui en fait vont tomber dans une paranoïa pure. Et c'est juste le grain de sable qui fout la merde, et où tu te dis finalement en fait ces mecs là se connaîtront jamais à 100%. Et je trouve que le fantastique a vraiment une portée métaphorique là-dedans, qui rend le film en fait passionnant d'un point de vue humain, et pas juste oui tu y vas pour voir un gros monstre et t'es évidemment servi, mais il y a des niveaux de lecture qui sont beaucoup plus profonds que ça, et qui à mon sens rendent le film absolument passionnant. Et en fait sans fond, je trouve que c'est un film où j'y trouve toujours que ce soit dans des petites répliques ou des regards, des machins, et je trouve qu'en fait il y a toujours vraiment des petits détails qui font que putain, tu sais jamais, t'as beau connaître le film par cœur, tu sais jamais vraiment ce que les personnes, sans même parler de la question de qui est possédé par la chose, tu sais jamais ce que les personnages pensent et ce qu'ils peuvent faire en fait d'une scène à l'autre, et ça rend le film en fait vraiment passionnant, quoi. Ah mais c'est vrai, je me permets, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis c'est fou, tu peux le voir à chaque âge où tu vas le voir, tu vas y trouver des choses que tu n'avais pas vues dans ta précédente lecture, et même en le revoyant maintenant. Mais je me suis dit, c'est fou à quel point le film fonctionne encore, à quel point son propos était déjà moderne à l'époque et marche encore maintenant. Tu peux le mettre tout à fait avec la situation actuelle, quoi. C'est fou. Ouais, il reste d'actualité complètement, quoi. Moi, je disais tout à l'heure, je l'avais vu à 18-19 ans, peut-être 20, et donc c'était il y a presque entre 18 et 20 ans de ça que je l'ai vu pour la première fois, et je ne l'ai jamais revu. Donc en fait, j'ai voulu en faire un sujet de cette émission parce que ça fait 20 ans que je veux le revoir, et donc je l'ai revu cette semaine pour la première fois. Je reviendrai dans un second temps dans la question de ce qui nous a plu, et je vous expliquerai ce qui moi m'a interpellé. Mais mon rapport à l'horreur lors de mon premier visionnage, comme je vous disais, il était déjà prononcé, mais c'était du fantastique, de l'imaginaire parmi d'autres en fait. Donc avec la surcouche de ça peut faire flipper, et bon j'aime bien ça, je ne l'avouerai pas, mais j'aime bien ça. Et le voir à cet âge-là a fait que en plus en soirée DVD en pleine journée, tu vois, il n'y avait pas une ambiance particulièrement propice, tu vois, au frisson. Mais le côté positif de ça, c'est que j'ai pu l'apprécier en tant que film dans son intégralité. Donc j'ai pu apprécier l'ambiance musicale, aussi subtile soit-elle. J'ai pu apprécier surtout le jeu de caméra. Et bon, voilà, j'ai spoilé sur ce qui me plaira, mais je vais y revenir dans un instant. Et
Et pour autant, je me disais, tiens, c'est marrant, j'y allais donc à reculons par rapport au goût de cet ami, mais aussi parce que je me disais, bon, 82, ça va commencer à piquer. Et en fait, pas du tout, quoi. J'étais épaté par ce que tu as évoqué tout à l'heure, notamment les animatroniques, les effets spéciaux, quoi. Du coup, je me suis tendu la perche, les trucs qui vous a le plus plu, que vous retenez de ce film, Jean-Victor. Tout. Ouais. Alors, liste. C'est compliqué. Par ordre alphabétique. C'est compliqué de lister parce que moi, ça fait partie vraiment de mes films préférés et je trouve que quasiment tout est parfait à 2-3 petits détails près, mais parce que je chipote. Mais tu veux parler de la coupe de cheveux de Kurt Russell? Non, il est magnifique. Personnellement, j'aime beaucoup la coupe de cheveux. Ah non, il est beau avec sa barbe. Moi, c'est bon. Moi aussi, il me fait les je cheveux. valide. Il est assez impressionnant. Bon, évidemment, on pourrait revenir. Je pense qu'on le fera sur le travail de Rob Bottin aux effets spéciaux, qui est complètement délirant, ou sur la musique, etc. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as commencé à dire. Ouais, c'est notamment là pour l'avoir revu et que c'était encore tout chaud. C'est notamment la mise en scène. En fait, je trouve que c'est un film qui m'impressionne parce que c'est un film qui est très classique en fait dans sa façon de cadrer et de présenter les choses. Et de toute façon, Carpenter est toujours quelqu'un qui s'est vraiment revendiqué du classicisme hollywoodien. Mais je trouve qu'en fait, il y a des moments, ça touche il y a des fulgurances dans le film de génie là-dessus où pour moi, ça me fait un peu penser à la ligne claire de Hergé, où de la même manière que Hergé est reconnu pour être un mec qui parfois en une case en fait te raconte plein de trucs. Carpenter, il a ça dans ses plans, et je pense notamment à un plan qui est pour moi une fulgurance absolue, c'est celle où l'un des premiers plans où tu vois le chien qui se balade dans la station, et en fait tu vois le chien qui est face à un couloir, le chien s'approche vers la caméra, il regarde dans une pièce, la caméra recule au fur et à mesure que le chien avance vers la caméra, et d'un seul coup en fait il tourne sur sa gauche, donc la caméra panote vers la droite, et on voit l'ombre d'un mec dans une pièce, il y a le chien qui s'arrête, qui fixe le gars, et qui rentre dans la pièce, et là on voit juste le gars qui se retourne tranquillement, et t'as un fondu au noir. Et en fait ce fondu noir il est tragique parce que tu sais ce qui va se passer pour le pauvre type, mais c'est un plan où t'as pas d'artifice en fait, il y a pas de parole, il y a pas de musique, c'est juste un chien qui avance dans un truc et il se passe 1500 trucs dans ce plan, toi tu te chies dessus parce que tu sais ce qui va se passer. Que John Carpenter a dit d'ailleurs que ce chien était le meilleur acteur avec lequel il est travaillé. Mais le chien est incroyable. On pourrait parler très longtemps du chien, c'est vrai qu'il est excellent. Je pense que tu fais regarder ce film et cette scène en particulier à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle va voir, elle n'a pas forcément peur, elle se demande en clair, ok, bon, la chose, peut-être que le titre peut lui donner des indices, tu vois, mais je me suis posé la question en voyant cette scène, tu vois, l'autre jour. C'est vrai que t'as le truc, mais en fait je trouve que la scène elle a un côté ultra menaçant, même si effectivement t'as une bête poilue qui t'a envie de faire un câlin à la base parce qu'elle a pas l'air si méchante que ça, et je trouve qu'il y a un côté en fait très menaçant dans la façon dont le plan est construit, dans le déplacement de la bête, etc. Et c'est un plan qui me fascine parce que encore une fois c'est un plan qui est purement visuel, c'est vraiment du cinéma pur, du il n'y a pas de pur. musique, il n'y a rien, et putain il se passe 1000 trucs à la seconde dans ma tête quand je regarde ce plan, quoi. Mais pour revenir à ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est que ce qui est vraiment chouette dans ce film, c'est qu'il a cet équilibre qui est rarement opéré dans les films d'horreur, encore moins de nos jours. Il a cette qualité d'être à la fois de reposer vraiment sur une tension qui est quasiment constante et sur des shock value qui sont qui sortent de n'importe où, quoi. Donc effectivement c'est assez marrant de le montrer à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va voir. Et je crois que bizarrement le premier truc que les gens vont retenir, je me rappelle qu'une ex à moi l'a vu pendant que j'étais pas là, elle l'a regardé, elle fait ouais j'ai regardé The Thing, alors elle m'a fait c'est dégueulasse. Et le premier truc que les gens retiennent c'est que c'est dégueulasse, mais en fait quand il revient c'est pas que dégueulasse, quoi. Il y a des fulgurances. J'ai dû le voir je sais pas combien de fois, et encore aujourd'hui je peux phaser sur un plan que j'avais pas remarqué ou revoir un truc nouveau, et j'aime bien cette mosaïque là d'assemblage d'idées que comporte The Thing. Mais c'est vrai qu'en fait ta réflexion est valide. Effectivement maintenant je retiens des trucs comme ça parce que j'ai vu le film plein de fois et que je le connais par cœur, et la première fois j'ai peut-être pas pété un câble sur ce plan, mais là à chaud c'est le truc qui me revient. Et après un truc qui je trouve est toujours fascinant dans le film, c'est que, et je pense l'une des raisons pour laquelle on y revient toujours, et vraiment un des tours de force, c'est que c'est un film où ce que tu vois tu ne l'as pas vu. C'est le fameux truc anglais what has been seen cannot be unseen, et en même temps tu l'as pas dans le sens où cette fameuse créature, comme elle est mouvante, comme elle change de forme, et en fait tu termines le film, tu sais pas à quoi elle ressemble. Et c'est, je pense, un des pouvoirs de fascination du film, c'est que tu reviens pour dire mais attends, j'ai envie quand même de comprendre à quoi ressemble ce bordel, et tu n'auras jamais vraiment la réponse parce que comme elle est mouvante, comme elle est changeante, et comme elle peut prendre les apparences de tout le monde, en fait je pense qu'il y a un truc au plus profond de ton cerveau qui bloque là-dessus et qui se dit mais merde, quoi, tu vois, je veux comprendre et je peux pas. Peut-être, moi bizarrement c'est un truc que je me suis jamais dit à quoi elle ressemble exactement, parce que je crois que j'ai accepté très tôt l'idée que je ne pourrais pas le savoir. Par contre j'ai très vite compris, et je pense assez inconsciemment, qu'en fait elle était l'incarnation du hors-champ, et que du coup tout ce que je ne verrai pas finira par m'apparaître par un petit bout de... C'est en ça que c'est très Lovecraftien aussi comme histoire, parce que la meilleure apparition de la chose que t'as, elle est vers la fin,
Et quand elle a absorbé presque tous les membres de l'équipage, et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui surgissent de sa masse, qui sont des choses qui ressemblent absolument pas à quelque chose d'humain, et qui doivent venir d'autres mondes qu'elle a déjà absorbés ou déjà visités il y a des centaines de siècles. Et là, tu as un petit aperçu du truc, et qui fait que tu pourrais devenir fou comme les personnages dans les trucs de Lovecraft, sauf qu'en fait, tu deviens pas fou en sortant de là parce que Kurt Russell est là au milieu, en fait, tu lui fais fuck you et plutôt que de plonger dans la folie comme un héros Lovecraftien, il balance un truc de dynamite. Donc... J'adore Carpenter, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Oui. Vas-y. Mais oui, excusez-moi. En fait, aussi... Ouais. En fait, moi, parce que c'est plus facile pour nous de réagir à l'instant T, mais vas-y. C'est ça. J'essaye de pas trop couper, mais c'est pas facile. Non, en fait, ce que je voulais dire, ce que j'ai aimé aussi sur la réalisation, c'est que pour moi, je trouve qu'il met vraiment bien en image l'angoisse. C'est-à-dire que on va avoir cette sensation où on est comme dans un labyrinthe. Avec la caméra, on a l'impression d'être comme dans un labyrinthe dans cette station. On se sent pris au piège. On a des fois des moments où on va avoir l'impression d'être complètement pris dans un étau, que les murs se referment, et c'est exactement ce qu'on ressent quand on a une crise d'angoisse. On se sent pris au piège, on a l'impression qu'on va étouffer, et le moindre petit truc qui va nous rajouter, je sais pas, la moindre petite menace qui va venir autour de nous, ça va rajouter encore à tout ça, et on va encore plus exploser. Et là on retrouve ça justement dans les personnages qui vont péter un câble, qui vont être parano, parce que justement c'est l'énervement, c'est cette panique qui vient et qu'on n'arrive pas à contrôler, et le fait qu'on voit pas justement cette créature, qu'on sait pas exactement ce qu'elle est, pour moi c'est aussi un peu ce que Carpenter parle, c'est-à-dire que c'est un peu aussi quelque part une critique de la société, mais aussi une peur de son évolution, c'est-à-dire qu'on sait pas ce qui va arriver, on sait pas comment on va finir, et du coup on a ce stress là de pas comprendre les choses. Et c'est vrai que si on le met par exemple au contexte avec l'époque qu'on vit en ce moment, la créature pourrait représenter le Covid, pourrait représenter d'autres choses qui nous stressent. Et c'est vrai aussi que des fois quand on a tendance à être quelqu'un d'angoissé, souvent on n'arrive même pas à mettre un nom, à mettre un mot, un nom, un visage sur ce qui nous angoisse, et du coup le fait de pas comprendre ce qui nous angoisse, ça nous angoisse encore plus. Et je trouve que justement le film ressort tous ces sentiments là, parce que à aucun moment les persos ils arrivent à trouver du réconfort ou même à avoir un moment de souffle, parce qu'il y a toujours un moment où ils vont être prisonniers dans le cadre, où on va entendre la musique qui revient comme ça pour dire ah ouais tu crois que t'es calme, regarde, entends, j'arrive. C'est un peu comme par exemple les Dents de la Mer avec la musique qui nous disait tiens le requin arrive. Là on a la petite musique qui nous dit attends, il y a tes amis là qui vont peut-être te tuer, il y a la chose qui arrive, t'es pas tranquille du tout. Et à chaque fois ils trouvent toujours un moyen de nous rappeler que la menace est là, et du coup on est totalement angoissé, on respire qu'à la fin du film. Et encore la fin, je vais pas spoiler pour les gens qui n'auraient pas vu, mais la fin elle est extraordinaire, parce que on a des personnages on voit qui sont dans un état d'esprit complètement désabusé, on sait pas ce qui va leur arriver, et c'est génial. On a une fin qui change totalement d'autres films de ce type-là, et c'est fou parce qu'à la fin on se dit je veux respirer, mais finalement quand on arrête on se dit mais non, est-ce que je peux vraiment respirer, est-ce que je suis tranquille, et c'est un génie. Tiens, je vais le revoir. Voilà, c'est ça. Je vais repartir au début où ils étaient 12. Moi, dans la réal, je pense que le truc qui m'a le plus surpris au revisionnage il y a 2 jours, c'est il y en a 3, 4 peut-être, c'est les plans western. Où en gros, tu sais, quand il y a notamment celui où t'as un des mecs qui a un scalpel qui cache dans sa manche, et tu te dis bien souvent en fait c'est justement pour faire croire qu'il va se passer un truc alors que pas du tout, hein. Mais ces plans, c'est très Sergio Leone ça, et tu te dis mais c'est marrant ça, il veut l'utiliser, pourquoi il l'utilise dans sa grammaire, et bien souvent c'est pour dire tu vas avoir la musique là, ça va te faire peur, attends je vais te faire peur avec un autre artifice aussi, et en fait bien souvent il y a juste une petite engueulade qui suit, et ça part pas forcément en couille, et ça m'a bien fait délirer. Et de toute façon là je pense qu'il faut qu'on tout de suite qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle des effets spéciaux, parce que c'est clairement le truc qui est exceptionnel encore aujourd'hui, hein. Mis à part la scène où les chiens se font entailliser, non, ça me rappelle un peu histoire de fantôme chinois, des trucs comme ça, tu vois, cet effet-là. Ouais. Mais mis à part celui-là que je trouve un petit peu vieillot, tout le reste me fait péter les plombs en fait.
Notamment toutes les scènes dans le labo où ils font des autopsies ou alors il se fait bouffer par le ventre du truc. Ouais, toutes ces scènes-là, c'est des moments de bravoure successifs qui sont encore aujourd'hui. Mais les visages qui se déforment là, tu sais, t'as un moment, tu vois un visage qui hurle, tu sens la douleur du truc, alors que c'est des animatroniques, c'est pas des vraies personnes qui souffrent, mais tu sens la douleur, ça te prend aux tripes. Enfin, c'est fou. Puis je sais pas vous, mais moi qui adore tout ce qui est maquillage, effets spéciaux et tout, à chaque fois j'ai trop envie de toucher en fait. Je sais pas, j'ai trop envie de toucher pour voir les textures et tout. Enfin, ça me. Tu dis que pour même pas, parce que la scène doit même pas durer 2 minutes, quoi, montre en main, et tu te dis le nombre de plans et de techniques que ça a demandé. Et je crois que sur le budget total du film, il doit y avoir 1,5 million de thunes sur 13 millions de budget. Pour l'époque, c'était énorme. Je crois que c'était le plus gros budget de creature feature de l'époque de films de monstres. Et tu te dis le boulot que ça représente. Et puis justement cette scène où je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais qui a la chose dans le ventre, littéralement, avec le coup du défibrillateur. La tête qui s'arrache. C'est un système de poulie et de manivelle qui permet au truc de s'arracher. En fait, la première fois, ils l'ont foiré apparemment. Et il a fallu recommencer. Et en fait, ça bouffe mais plus d'une journée de boulot de refaire ça. Donc, quand tu le foires, tu le foires, quoi. Aujourd'hui, les mecs, ils se poseraient pas la question. Ils feraient ça en effet numérique, en synthèse. Et puis voilà. Donc, moi, je trouve ça hyper impressionnant. Déjà, il faut faire en sorte que la tête s'arrache du truc, parce que la chose essaie de survivre. Faire en sorte que la tête s'arrache, il faut faire en sorte qu'elle se transforme en araignée sur le sol, qu'elle puisse se balader. Enfin, c'est fou, quoi, le nombre de techniques qui coexistent dans une seule et même scène, quoi. Et tout est immonde. Et encore une fois, ce que j'adore, c'est que tout est immonde à voir. C'est un des trucs les plus dégueulasses que tu puisses t'imaginer dans ce film. Et c'est toujours désamorcé par une réplique. Enfin. Les mecs ont peur, ils jouent bien la peur, mais ils jouent aussi l'incrédulité. Donc là, il y a un personnage qui s'appelle Windows, je crois que c'est Windows, qui est un peu le gros connard de l'équipe. Et quand il voit la tête de son collègue se transformer en araignée, son réflexe, c'est de dire You gotta be shitting me. Et c'est vraiment... quand il se retourne, quand t'as le plan où tu la vois qui commence à se barrer derrière eux, et ils se retournent. Ils ont le temps de se rendre, ils ont la surprise, mais en même temps, nous aussi, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est quand même pas possible. Et en fait, quand ils se retournent, t'as eu 2-3 plans successifs entre leur réaction par rapport à leur pote qui vient de se faire cramer, à la créature qui pensait avoir leur pote qui vient de se faire tuer par la créature qui pensait avoir cramé, ils ont pas remarqué la tête qui se baladait, le spectateur la voit prendre forme, etc. Et tout ça c'est en escalier, et tu te dis bon bah elle va s'enfuir. Ah bah non en fait, et c'est presque comique en fait. Et tout ça incarne bien le propos du film, quoi. C'est parce que genre je te montre un gros truc dégueulasse, mais derrière en loose day je prépare déjà un autre moyen de me dupliquer. C'est vraiment bien foutu. La scène d'ailleurs, elle a été reprise quasiment trait pour trait dans le 2e chapitre de ça. Mais il y a au mot près, quoi. Il y a aussi le You gotta be shitting me. Il y a un des personnages qui voit ça et qui c'est trait pour trait ils ont refait la scène, mais pas qu'avec des animatroniques, donc du coup c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Mais la mise en scène des effets spéciaux, elle est quand même top, parce qu'à chaque fois, ces créatures, elles apparaissent comme vraiment une vision d'horreur qui va troubler la réalité quelque part. Et c'est jamais genre tu vois, des moments comme on verrait dans des films maintenant, où on va te faire sursauter en mode regarde, la caméra s'approche, il y a de la musique, vas-y, aie peur. Non, là c'est vraiment la réalisation qui est au service de l'effet pour en dégager toute l'horreur, et qu'à aucun moment on ait le temps de se dire ah mais oui c'est un effet, c'est pourri, c'est machin. On n'a pas le temps, on est juste en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin tu vois, t'es pris dans le truc, et c'est vraiment tu dis qu'on n'a pas le temps, et en plus là je réalise il n'y a pas un seul jumpscare dans le film, je crois. Il y en a un tout petit à un moment où c'est une silhouette qui passe devant un mec, mais c'est le seul oui, et d'ailleurs mais ça va. Mais c'est ce qui faut peut-être on tournait autour depuis tout à l'heure, mais il faut peut-être parler un peu de ce monsieur qui est Rob Bottin, qui c'est, qu'est-ce qu'il représentait dans le milieu. Il était super jeune quand il a bossé sur The Thing, il avait peut-être 25 ans, même pas, et il avait déjà bossé avec Carpenter sur The Fog, moi perso mon préféré de Carpenter. Après il a bossé pour Joe Dante, il a bossé sur plein de trucs, mais je connais pas tout à fait son CV. Peut-être que toi t'es un peu plus je sais qu'à l'époque c'était quand même un mec qui était encore à moitié en train de faire ses preuves,
parce qu'en face t'avais Rick Baker et Stan Winston qui étaient les superstars du maquillage, et en fait Rob Bottin c'était quand même un pari de le foutre sur un truc aussi énorme avec autant d'effets spéciaux et aussi compliqué à faire. Et le mec a failli se buter à la tâche, parce que je sais plus exactement combien de temps il a passé, mais en fait il bossait dans un hangar dans lequel il dormait avec toutes les créatures qu'il faisait, et je crois qu'il se nourrissait que de barres énergétiques, un truc comme ça, et en fait c'est ça, et de soda, il me semble, ils disent en parler dans Speed Screen. Ouais, il a eu, je pense pas le meilleur moment de sa vie, mais en tout cas il s'est donné corps et âme à la tâche, et à tel point qu'en fait à la fin il a vu un médecin qui lui a dit en fait faut vous arrêter, vous allez crever. Tellement le mec était dévoué à faire ça. Il avait plein de maladies, je crois qu'il avait toute l'équipe est tombée malade, parce que entre les plateaux réfrigérés et les trucs, je crois qu'à Los Angeles il tournait, il faisait 35 degrés dehors et il tournait sur des trucs où il faisait -2, ils sont tous sortis avec le nez qui coule, mon gars. Enfin c'est ça que je trouve qui est génial dans ce film aussi, c'est que tu sens que Carpenter et leur équipe, ils mettent leur trip sur la table, quoi. Aujourd'hui, personne se tuerait sur un film comme ça. Les mecs, ils ont chié, mais des ronds de chapeau. Et Bottin aussi avec son équipe. Ouais, effectivement, je me rappelle de ces histoires où il dormait dans son atelier et tout. Et au départ, il devait assurer un budget de même pas $700 000 de budget, quoi. Donc d'effets spéciaux. Le truc a doublé. C'est vrai que c'est un miracle que Universal ait signé pour que ce mec-là, quasiment inconnu, fasse ce genre de choses. Ça reste énorme. Mais après, surtout que Carpenter, il lui avait dit vas-y, fais ce que tu veux, montre-moi, éclate-toi à faire des bestioles. Donc le gars, il pouvait tellement il était content de s'éclater à inventer plein de monstres et trucs comme ça, il regardait pas les heures passées en fait. Et apparemment, il a dû recommencer énormément d'effets plusieurs fois pour arriver à la version qui serait cohérente à l'écran. Et il paraît qu'il y a deux fois l'équivalent de scènes en storyboard que ce qui figure dans le film. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de storyboards qui existent, que tu peux trouver dans des recueils qui n'ont pas été utilisés dans le film final. Donc maintenant que John Carpenter a été engagé comme consultant sur le remake, peut-être qu'on va les voir. Oui, mais ce sera peut-être un sujet pour tout à l'heure. On parlera du mal plus tard. Mais il y a un truc sur les effets spéciaux aussi qui est hyper intéressant pour cette époque-là et pour ce degré de complexité. C'est qu'en fait, c'est assez rare dans ce genre de film, je trouve, et notamment à l'époque, quand tu mets en scène des effets spéciaux, de ne pas avoir une mise en scène qui est un peu piégée et qui est vraiment juste au service des effets spéciaux. Dans le sens où là, je trouve qu'il arrive vraiment à faire coexister les acteurs et les effets graphiques, etc. en même temps. Et tu te dis pas juste ok, alors oui, il y a des plans qui sont juste là sur de l'animatronique et tout pour faire exister le truc, mais en fait le rendu est très organique parce qu'il arrive vraiment à gérer l'espace, et tu vois les mecs qui interagissent directement avec les trucs au sein d'un salon de plan, sans que ce soit surdécoupé, sans que ce soit trop serré sur les effets spéciaux. Donc en fait il y a un rendu qui est très organique dans le film, dans la mise en scène notamment, et ça c'est un truc qui fait que notamment que le film vieillit aussi bien, c'est que tu te dis pas juste attention, il y a une transformation, et là t'as juste un plan sur la transformation. Donc tu vois les mecs avec la transformation à côté, et il arrive à faire exister tout ça dans le même espace, quoi. Un mec qui est super essentiel, je dis ça, dont on parle pas beaucoup, c'est Dean Cundey, qui est le chef opérateur du film, qui a fait c'était carrément le binôme de Carpenter sur ce truc-là, et sur beaucoup de ses films, mais je crois que c'est surtout sur celui-là qu'il a tué le game. Je pense qu'il a été d'une grande aide pour que toute cette homogénéité, tout ce truc-là devienne un peu homogène, quoi. Il est très très bon bonhomme. Tu veux rajouter un truc, Faye ? Non, ils ont tout dit ce qu'il fallait. Parce que tu viens de dire, Jean-Victor, que bien souvent, surtout aujourd'hui, c'est les acteurs qui doivent être au service des effets spéciaux, et là, on a clairement l'impression que c'est l'inverse, en fait. Alors que, pour une bonne partie d'entre eux, de ce que j'ai pu savoir, les effets spéciaux n'étaient pas finalisés, ils les ont tournés après le tournage principal, et donc, bien souvent, les acteurs ont dû... Ils ont tourné devant une poubelle. Alors, j'ai revu, toujours dans la même interview de Carpenter, il a dit des fois, je filmais les acteurs qui regardaient une poubelle, c'était super, et ils bossaient bien et tout, et ça allait vite. Le mec, genre, il en a rien à foutre. Ça m'a trop fait rire. Il y a des mecs chevronnés dans le casting. Non, mais c'est dire qu'en fait, je pense que leur degré d'implication, c'est une chose, mais je pense que ils ont été très bien dirigés pour leur dire la créature elle va faire ça, tu vois. Donc à mon avis, voyant le résultat, et bien qu'apparemment donc la moitié des scènes étaient impliquant des effets spéciaux pratiques ont été tournées après le tournage des comédiens. Je pense que tu vois, c'est juste qu'on leur dit attention, ça va représenter tel truc, ça va être dégueulasse, faut regarder telle direction. Donc à mon avis, je crois qu'on leur a montré le storyboard de la scène pour les aider justement à se visualiser la créature et ce qui se passait, il me semble. J'ai trouvé ça dans plusieurs articles, je sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais le résultat, c'est que tous ces grands monsieur bourrins qu'on a vus, qui ont tous du poil au torse et qui sont... C'est des bonhommes. Qui sont tous en train de frôler la masculinité toxique. Ils sont... Enfin, c'est peut-être pour moi ce qui ressort le plus du film, c'est l'aspect suspense où ils sont extrêmement crédibles en fait. Oui, carrément. Tu t'es enfermé avec eux et tu te dis... je ferais pas beaucoup mieux qu'eux. Et Kurt Russell sort un petit peu du lot parce qu'il garde la tête froide, mais tu vois qu'il a son regard qui pète les plombs comme tout le monde en fait, qui refuse de croire ce qui se passe. Et la scène qu'on a décrite tout à l'heure, qui est moi mon moment préféré, qui est la séquence préférée donc de Araignée. Ouais, enfin à partir du moment où il y a le défibrillateur qui tombe dans la chose, que la chose s'emballe, lance-flamme, araignée. Toute cette séquence-là, en fait, les acteurs, ils y croient pas, en fait. Ils atteignent. C'est là que ça devient Lovecraftien dans le sens folie du terme, c'est que ils disent non mais c'est pas possible et c'est presque risible, hein, mais en fait c'est juste tellement impossible qu'ils manifestent dans leur jeu d'acteur cette impossibilité d'y croire en fait. Et donc ce moment me rend dingue. Ouais, je comprends. Mais il y a un autre moment. Je sais pas, j'ai coupé quelqu'un, non? Non, vas-y. Non, c'est bon. Il y a un autre moment que j'adore, c'est la scène où, en fait, ils doivent tester le sang de chacun et ils doivent mettre un coup de feu. Enfin, ils mettent une tige qui est chauffée dans le sang pour voir si c'est des créatures ou pas. Et je trouve que le jeu de regard des acteurs est excellent parce que genre Kurt Russell quand il teste, on voit à ses yeux, on sent que le mec, il en peut plus, il se méfie. Limite, il y a un peu de pas de larmes, mais on voit qu'ils sont un peu humidifiés ses yeux. Il est à cran, lui, ouais. Oui, il est complètement c'est ça, et puis il y en a d'autres qui ont des regards, genre qui regardent tout le monde en mode panique. Enfin, je trouve que ça fonctionne, mais hyper bien, et c'est, encore une fois, très crédible, toutes les réactions de ces personnages. Mais t'as Keith David, moi, que j'adore, qui le regarde et qui dit mais arrête tes conneries, ça marche pas mon truc. Mais lui c'est le monolithe du cast, il est génial, Keith David aussi. Je crois que c'est juste avant que Kurt Russell en fait se perd à un moment. MacReady est sorti, personne ne sait où il est. Et quand il revient, il est couvert de neige, il est à moitié fou, donc tu as l'impression que la peur lui a fait blanchir les cheveux et qu'il a cette phrase qui est ouf et qui dit moi je sais qui je suis mais vous je sais pas qui vous êtes. Et tu vois un peu un petit degré de folie chez ce perso, mais c'est Kurt Russell, il a un regard tellement perçant et pénétrant que quand effectivement il fait cette scène des tests, c'est lui le maître à bord, quoi. C'est genre je vous saucissonne tous et puis chacun son tour. Mais c'est pas parce qu'il est plus sain d'esprit que les autres, c'est qu'il a juste la chance d'être libre en fait. Et puis c'est surtout qu'il les a menacés avec de la dynamite et une arme juste avant. C'est une bonne raison de se calmer. Il y a encore des restes de Snake Plissken chez lui au moment où il tourne ce truc là, hein. Je pense que écoutez, c'est pour ça que, moi il me dit tu fais le test, je dis oui direct, il y a pas de problème. Ouais. Prends mon sang, Kurt. Faut être poli un peu. Mais tu vois, être à leur place, parce qu'il y a on sent la peur, la paranoïa, mais on sent aussi les problèmes qu'ils ont, les problèmes comportementaux entre eux, tu vois. Tu vois qu'il fait non, mais je m'en fous, je sais plus comment il s'appelle, le noir avec qui survit à la fin avec Childs, c'est Keith David, qui en fait, si ce tenait qu'à lui, il lui aurait dévissé la tête, tu vois, et puis voilà, et alors qui lui reproche d'avoir tué de sang-froid quelqu'un, alors que bon Clark le maître chien, c'est la même scène, c'est le maître chien, c'est le mec qui sort le scalpel, et on peut supposer qu'il est en état de légitime défense, tu vois. Donc en fait, ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour un autre, tu vois. Ils sont tous en train de péter les plombs et donc il y a que de l'émotion négative là-dedans. Il y aura aucune raison. Quand le film commence, déjà, les mecs, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont tous les 12 en Antarctique, ils doivent déjà plus piffrer. Donc ils sont déjà sous tension en fait. Donc quand la chose arrive, t'imagines si ça pète tout ça, c'est intelligent aussi. Hein. C'est l'antithèse d'un film d'horreur classique où les gens vont arriver dans une toute nouvelle maison avec de tout nouveaux espoirs, ce genre de trucs. Je dis ça pour prendre un cliché assez typique du genre. Hein. Et l'idée de redémarrer quelque chose, et là on t'amène le fantôme ou le truc qui va en fait te faire revoir tes perspectives. Là en fait les mecs sont déjà complètement au fond du trou. Ils font cramer les ordinateurs avec un verre de whisky parce qu'ils ont perdu une partie d'échecs. Mais c'est là aussi qu'on voit, c'est qu'il y en a qui en profitent un peu pour se venger des personnes qu'ils aiment pas, en disant je suis sûr que cette personne elle est possédée et tout, mais c'est même pas basé sur quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on avait vu qu'avant ils s'étaient pris un peu la tête et qu'ils en profitent.
Et enfin, c'est horrible, ça te met vraiment, tu te dis, mais l'espèce humaine, en fait, ça vaut pas grand chose. C'est une poubelle. Cette scène du whisky balancé contre l'ordi qui parle, c'est la seule qui paraît un peu crédible par rapport au reste. Mais est-ce qu'il y a d'autres scènes que vous retenez qui méritent qu'on en parle, selon vous? Il y en a plein, bah oui. Celle du Il y en sang, a tellement. déjà... Le sang, ouais. Mais surtout que sur celle du sang, il y a quand même un truc qui est assez balèze et qu'on a cité et qui, moi je trouve, montre quand même le nihilisme du film et le niveau quand même de noirceur. C'est que effectivement, à ce moment-là, il y a quand même le personnage principal du film, Kurt Russell, qui bute un mec avec une balle à bout portant en pleine tête. Et en fait, le film à ce moment-là est déjà tellement désespéré que quand tu le revois, tu fais pas forcément attention à ça. T'as quand même un mec qui lui dit ouais, t'es un meurtrier, il était pas la chose, machin. Mais t'as quand même le héros qui vient de buter de sang-froid un type qui a rien fait et qui est complètement innocent à ce moment-là du film. Et ça passe crème. Quand tu mets ça en perspective, c'est un truc que tu pourrais pas voir aujourd'hui. Laisse parler les adultes, là. On a une situation plus importante que ça, là. C'est vraiment à gérer, quoi. Et c'est vrai que là, en le revoyant tout à l'heure, en voyant ça, j'étais putain, mais quand est-ce que t'as l'occasion dans le cinéma américain, de genre ou pas, de voir ça, en fait, de voir un type se faire abattre de sang-froid par le héros. Et en fait, c'est pas le plus important à ce moment-là du film, quoi. C'est quand même ça montre le niveau de tragédie du truc, quoi. Moi, mais tu vois, le pire, c'est que, excuse-moi, je te laisse après. Le pire, c'est que tu as pas forcément envie qu'ils s'en sortent, parce que tu te dis, ils sont peut-être tous contaminés, et s'ils s'en sortent, ils vont nous zigouiller tous, quoi. Donc, t'as quelque part envie qu'ils y restent. Et du coup, c'est pour ça peut-être que on se formalise pas, nous, public, en disant, ah bah, il a tué quelqu'un et tout. On se dit, de toute façon, il va pas s'en sortir, c'est fichu. Bon, il était un peu con. Il avait un scalpel. Voilà. Il a un peu cherché. J'aime beaucoup la scène où en fait ils sont littéralement pour la première fois face à la chose dans un corps humain. Je me rappelle plus comment s'appelle le mec. C'est un rouquin qui a pas beaucoup de cheveux. Oui, celui qui est dehors. En fait, ils le poursuivent. Il est en train de courir dans la neige pour essayer de s'enfuir. Ils sont tous en cercle autour de lui et ils font non, l'approchez pas. Enfin, il y a vraiment une espèce de tension. Et en fait, là, la chose se retourne. On voit qu'il a une main complètement déformée et qu'il pousse un cri dégueulasse. Il n'est pas encore complètement absorbé. Enfin, la chose n'a pas encore complètement eu le temps d'être assimilée. Et ils le font cramer immédiatement et il y a une espèce de... Le plan est un peu à l'écart, je crois, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il forme une espèce de cercle presque rituel autour du truc. Il y a un côté un peu païen à la scène qui est un peu déroutant parce qu'on se dit qu'à partir de ce moment-là, tous ces personnages qui ont toujours été filmés de part et d'autre dans le décor, toujours un peu séparés, ils n'ont pas du tout la même gueule, il y en a qui ont des couleurs de peau différentes, etc. Donc c'est très différent. Et là, d'un coup, ils vont devoir faire cercle face à une seule et même chose. Et ça arrive déjà au début du film quand ils font un cercle autour autour du vaisseau, je crois, qui est un hommage au... C'est pas quand ils sont autour justement quand ils ont ramené la carcasse. Ouais, voilà, ouais. Et il y avait un truc un peu similaire dans l'original de Hawks. Où ils forment un cercle tout autour du vaisseau qui est dans la glace. Là aussi, il y a une image très rituelle autour du truc. Encore une fois, presque Lovecraftien, encore une fois, le côté tout petits êtres humains et très grande force qui vient d'ailleurs, qui va causer leur perte. Moi, je trouvais ça génial. Vraiment, la première scène de la chose brûlée, j'aimais bien. Ouais. Et il y a quand même pardon. Vas-y. Puis on parlait de la musique, mais quand même le son en lui-même du film, les bruits, les effets sonores sont extraordinaires. Rien que les cris de la créature, mais ça vous glace le sang parce que on sent pareil de la souffrance, plus que tu vois de la souffrance et de la rage. Plus qu'un cri, tu vois, qui veut te faire peur, c'est une émotion brute qu'on ressent, et je trouve que ça a vraiment un impact fou. Enfin, il suffit que j'entende un extrait ou juste le son, mais je vous jure, j'ai la chair de poule, quoi. Ça fonctionne, mais je peux pas mieux dire que tellement ça fonctionne bien. Lors du premier visionnage ou lors d'un des nombreux autres qui ont suivi, est-ce qu'il y a un truc qui vous déplaît dans le film? Tu avais une petite réserve tout à l'heure. Ouais, il y a un truc qui m'a toujours déplu, c'est les deux premiers plans. C'est le plan de la soucoupe qui se crache sur la planète. En fait, c'est marrant, j'ai exactement le même problème avec Predator de John McTiernan. En fait, je trouve ça con de montrer direct le truc, là où le film joue quand même vachement sur le suspense et sur le fait que tu sais pas trop ce qui se passe avec ce fameux chien qui se fait pourchasser, etc. Et c'est marrant parce que c'est un truc que tu oublies en fait assez rapidement dans le film, puis qui revient après parce qu'ils ont quand même trouvé la soucoupe crachée dans l'Antarctique. Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre de montrer ça d'entrée de jeu et de griller un peu la carotte avant, quoi. Et du coup, ce moment-là invalide complètement ce que je disais tout à l'heure, parce que si tu fais montrer ce film à quelqu'un qui connaît pas, t'as ce premier plan où tu vois une soucoupe qui se crache, quoi. Donc, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils aient mis ça en intro, et j'ai exactement le même problème avec Predator, qui joue quand même sur le fait que c'est des militaires qui vont faire une mission, puis d'un seul coup ils se font attaquer par un truc bizarre, quoi. Mais je suis d'accord avec toi pour ce plan. Moi, j'aime bien justement le fait qu'on nous mette la chose en contexte, parce que
Je pense qu'ils ont dû essayer d'écrire au scénario des versions où ils découvrent en cours de route que c'est un truc extraterrestre, comme dans le premier remake, où on essaie de t'expliquer que le truc est d'origine extraterrestre parce qu'ils découvrent un vaisseau. Peut-être que construire un vaisseau, ça allait peut-être faire péter les compteurs du budget ou un truc comme ça. Mais en soi, moi, en fait, je pense que juste sans les deux plans, le film marche très bien. En fait, je comprends pas juste. Ouais. Tu vois, avec le titre au début, puis ils finissent par trouver la soucoupe volante de toute façon. Donc en fait, c'est juste les deux plans d'intro. Personnellement, moi, je les enlèverais, mais bon, après, je suis pas John Moi, je me Carpenter, suis donc, demandé non, si c'est c'était pas, pas en fait le studio qui aurait peut-être imposé ces plans-là justement pour s'en servir un peu en disant bah tiens, il y a des extraterrestres dans ce film, allez, voilà, venez les gens. Tu vois, Au pour moins, que ça les soit gens plus vont, simple les gens pour vont comprendre dès le début. Voilà. Ouais, c'est possible. Ouais. Arnold, un truc qui te déplaît dans le film ou pas? Ah, tu me demandais de meubler parce que tu manges des Demande à chips. Faye parce que je mange des chips. Faye. Bah moi c'était exactement la même scène quoi, le coup de la soucoupe. C'est vrai que je trouve que c'est en trop. On n'en a pas besoin en fait. À toi, Arnold. Bah, j'aime pas voir les chiens souffrir à la rigueur, donc, donc moi ça m'a fait un petit peu de mal de voir un chien. D'autant qu'ils sont très bons acteurs ils sont aussi. très T'as bons vraiment l'impression acteurs, ils morflent salement. Peu cher. Non, moi honnêtement je pourrais pas dire qu'il y a quelque chose que j'aime pas. Très sincèrement dans ce film, il y a rien que je déteste. C'est rare hein, qu'il y ait des choses comme ça qui créent aucune dissension chez moi, mais là pour The Thing j'ai beau réfléchir. Après je l'ai pas revu aussi récemment que toi. J'ai volontairement pas voulu le revoir pour le podcast, donc, mais non là comme ça à bien y réfléchir, il y a rien qui me vient à l'esprit. Moi je me souviens qu'à l'époque de mon premier visionnage j'étais un petit peu déçu par l'omniprésence de la musique, mais parce qu'on m'avait dit tu vas voir c'est du Morricone derrière. Et hop. Ah, t'es toujours là, Faye? Oui, je suis là. Je sais pas pourquoi Oui, ça s'était mis en pause. Non, c'est un appel de ma frangine, c'est rien. Ah d'accord. Ça arrive d'arriver à nouveau. Du coup, cette musique tellement peu présente, elle a un rôle, tu vois, mais effectivement, si tu attends du Morricone, Mais initialement, il avait composé quelque chose de complètement différent, Morricone. Hein. Il avait fait quelque chose de symphonique, de ouf, etc. Et John Carpenter, qui était déjà quand même son énorme fan numéro 1, s'est permis de lui dire non. Quand il a entendu son score, et en fait, il a fait faut que tu fasses quelque chose de plus simple, moi, il lui quoi, a dit. de plus moi, quoi, concrètement. Et en fait, il lui a fait une BO de Carpenter, quoi. Ouais. Mais moi je pensais que tu posais la question dans le sens initialement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu? Avec le recul, peut-être qu'au regard des autres films de Carpenter, je suis un peu déçu quand j'entends pas ça touche dessus. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de gênant vis-à-vis du manque de. Oui, parce que je sais pas si on l'a pas dit, mais c'est pas un film qu'il a écrit, si, non? De quoi si Carpenter n'a pas écrit la BO? Non, je parlais du film. Il a pas écrit le film. Non, il a. C'est le seul qu'il a pas écrit à ce moment-là de sa carrière. Le scénar, ouais. Oui, pardon, t'étais encore à la. J'étais sur la bande son. Oui, juste pour. Oui, pardon, je répondais à ma soeur. Par rapport aux autres thèmes emblématiques du cinéma de Carpenter, c'est vrai que c'est pas celle qui me vient le plus. À l'esprit, à l'esprit, quoi, parce qu'il a quand même sa touch, et même là, on sent que c'est un peu Ennio Morricone qui prend la touch de Carpenter, mais elle est bien quand même. Un juste milieu, je trouve. En live, il la joue. Je veux dire, il la joue sur scène, donc il n'y a pas non plus à tortiller. Cela dit, je disais qu'il n'a pas écrit le film, mais il a effectivement, c'est une des premières fois qu'il n'a pas écrit la musique. Une des premières fois qu'il écrit pas à la ce musique. moment-là, parce que je crois que c'était la production qui disait bon, on va le mettre déjà au rôle de réalisateur. Il avait plus de moyens, donc lui-même il s'est dit pour une fois, je peux peut-être essayer de faire autre chose, mais il a pas pu s'empêcher, comme on l'a dit, de rester bien proche de Morricone et de lui dire là tu fais des trucs trop compliqués, fais plus simple, fais ci, fais ça. Mais au final, il avait l'air d'avoir apprécié d'avoir travaillé avec lui, mais il me semble que Morricone c'était un petit peu moins de son côté. Ouais, moi j'avais cru comprendre qu'à la fin les relations n'étaient pas super beau fixe, justement parce que Carpenter qui était arrivé avec ce statut de grand amateur de Ennio Morricone, c'était permis de lui dire calme-toi Coco, on joue plus simple. Et je crois que Morricone, avec la carrière qu'il a, il pouvait avoir un peu d'ego et ça lui a pas trop plu. Voilà. Il y a une super vidéo qui existe, j'en parle pendant que j'y pense, qui s'appelle Journey to John Carpenter. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'avais pas mal partagé sur la rentrée. C'est un montage qui a été créé par un type très sympa qui s'appelle Richard Vezina. C'est 15 minutes de montage de film de John Carpenter, séparé en 3 chapitres, entièrement sur la musique d'Ennio Morricone. Avec le dernier segment, c'est sur un morceau de Metallica. C'est bluffant, c'est génial. C'est le truc que j'ai découvert en confinement. Ça dure un quart d'heure. Tu mates ça, en fait, ton premier réflexe c'est de me dire faut que je me les refasse
tous. Et il y a des plans sur, il y a notamment The Thing qui est inclus dedans et c'est génial. Enfin, quand tu vois la musique de Morricone, c'est celle qui a été utilisée sur La Brute et le Truand. Et ça, plus sur les images de Carpenter, c'est l'évidence même. Et c'est un des plus beaux hommages qu'on ait fait au cinéma de Carpenter à Morricone. Je mettrai les liens quand balance. Je le mettrai en description je le mettrai comme ça, tu pourras le mettre en description dans le truc. C'est vraiment super, faut le découvrir absolument. D'accord, avec plaisir. Est-ce que tu disais Arnold tout à l'heure que tu avais voulu voir après le film originel, donc celui de Celui de 51, donc la chose venue d'un autre monde. Tu l'as vu toi? Ouais. Toi aussi tu l'as vu, Faye? Oui, je l'ai vu. Vas-y, commence avec ton avis, on va tourner. Moi j'ai quand même pas mal, j'ai même pas mal aimé. Je trouve que, alors c'est pas du tout pareil que la version de Carpenter. Du coup c'est la version de Carpenter, on peut dire que c'est un bon remake parce que il se réapproprie l'histoire. Mais la version originale, on va avoir des oppositions entre les scientifiques et les pas scientifiques. La créature s'est un peu tournée autrement aussi. C'est un film très vieux film classique de monstres, quoi. Ça pourrait être comme les films d'extraterrestres de l'époque, genre La Guerre des Mondes ou un truc comme ça au niveau ambiance. Moi j'ai bien aimé en fait les persos. C'est intéressant de voir justement le rapport de force entre eux. La réalisation elle est top aussi. Non, vraiment, j'aime beaucoup les deux. C'est un film de guerre froide, en fait, typique de son époque. Tu sens un peu le message anti-rouge derrière, quoi. C'est un peu... Mais ça reste un film qui est chapeauté par Hawks. Bon, il n'y a pas que lui qui est dans le délire, mais clairement, le film porte sa patte. Officiellement, c'est pas réalisé par Hawks, mais officiellement, tout le monde sait que c'est Hawks qui l'a fait. Clairement, tout le monde sait que c'est un film que Hawks a fait. Après, c'est la nature de la chose telle qu'elle est décrite dans le roman est complètement changée, quoi. C'est plus quelque chose c'est plus une créature métamorphe. C'est une créature extraterrestre qui est issue d'une race de plantes qui vient d'une autre planète, je crois, et qui au final prend forme humaine, mais elle ne prend forme humaine qu'une fois. Et en fait, c'est une créature Karloffienne ça fait très façon créature de Frankenstein. Et c'est pas que c'est inintéressant, hein, mais c'est un film qui est intéressant d'un point de vue archéologique quand tu vas analyser un peu le contexte de l'époque et tout, mais c'est un film qui a un peu vieilli, quoi, et pas forcément dans le bon sens du terme. Après il a des petits côtés hawksiens que j'aime bien, c'est-à-dire le personnage féminin parce qu'il y a un personnage féminin dans celui-là qui est assez dominant finalement par rapport aux héroïnes de cette époque et qui est assez marrante et qui tire bien son épingle du jeu par rapport à un cast majoritairement masculin et pas aussi bourrin, mais il y a encore cette espèce de dissension entre scientifiques et pilotes et soldats et tout, mais c'est un film qui se finit bien. C'est très loin d'être un film nihiliste. C'est pas du tout la même tonalité. C'est un film américain, c'est un film américain victorieux, quoi. C'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas un mauvais film du tout, mais si je devais encore conseiller un aux gens, ce serait pas celui-là, quoi. Ce serait le Carpenter direct. Arnold. Jean-Victor plutôt. Jean-Louis. Mais on a changé entre temps, on s'est assimilés mutuellement. Tous les faits que ça te fait que je te dis qu'il faut manger des chips. Non, je suis assez d'accord avec Arnold. Moi, c'est un film que j'avais découvert, que j'ai eu la chance de voir dans un cinéma et ça m'avait passablement ennuyé en fait parce que c'est quand même les tropes de l'époque. C'est très très lent et pourtant Howard Hawks c'est quand même un réalisateur assez balèze qui a fait des trucs formidables. Il y a Monkey Business, moi qui me vient en tête tout de suite, qui est très très drôle. Il a fait plein de comédies avec Cary Grant qui sont assez succulentes et qui ont très très bien vieilli et qui sont assez progressistes déjà dans le contexte de l'époque, mais encore aujourd'hui. Puis après, il a fait le Scarface original et plein de trucs assez costauds aussi, mais pour le coup, c'est vraiment pas un de ceux que je retiens, et pas un de ceux qui me passionne le plus, quoi. C'est le seul film de genre entre guillemets de SF qu'il a fait. Il a fait d'autres après aussi, dans ce genre-là. Ouais, à la base, c'est un mec qui fait principalement du vrai cinéma, du western et du cinéma de papa, quoi. Et si je peux me permettre juste, il y a une vidéaste qui s'appelle Rattle Rock qui a fait une vidéo où elle parle des deux films justement, donc l'original et la version de Carpenter, qui est assez intéressante. Je vous la conseille si vous voulez voir un peu plus les différences entre les deux et voilà, vous faire peut-être un avis, vous donner envie peut-être de découvrir la version originale. Et ma deuxième recommandation, deuxième lien qu'il y aura dans la description du podcast. Ouais, n'oubliez pas parce que moi j'oublierai. Ce qu'on peut dire je te l'enverrai. Merci. Ce qu'on peut dire aussi vite fait sur le Howard Hawks, c'est qu'il était déjà dans Halloween, parce qu'il y a un passage dans Halloween où il y a quelqu'un qui regarde la télévision et c'est littéralement le film de Howard Hawks qui démarre à la télé. Les enfants c'est The Thing, regardent The Thing, un mot sur la préquelle avec des guillemets qui date de 2011. Vous l'avez vu? Oui. Pareil, tour de table. Moi, j'ai vu aucun des deux, donc je vous laisse parler. Je l'ai pas vu au cinéma. J'ai acheté parce que je le sentais pas. J'ai acheté le Blu-ray.
Je l'ai pas revendu, je l'ai gardé, mais en fait, c'est la collectionnite. Voilà, mais ce qui est intéressant à la rigueur, ce qu'on peut tirer de ce film, c'est que d'un point de vue métatextuel, c'est un film chose. C'est-à-dire que c'est un film qui veut paraître quelque chose, mais en fait, il ne l'est pas. Ouais. Il a été vendu comme étant le préquel qui va t'expliquer comment la chose est arrivée dans le camp norvégien initialement, sauf qu'en fait, dans les faits, tu regardes le film, le déroulé, c'est The Thing de Carpenter. Remake, quoi. C'est un remake plan pour plan. D'ailleurs, le film, enfin pas plan pour plan, mais j'exagère, mais pérégrination pour pérégrination, à part peut-être le final, qui va faire le lien direct, absolument direct, avec le lien de Carpenter à la situation près. Mais les personnages sont des personnages complètement tropiques, piqués à Carpenter, c'est-à-dire des mecs un peu bourrins. Au milieu, il y a Mary-Elizabeth Winstead qui, à la rigueur, justifie à elle seule le visionnage du film, parce qu'elle est géniale dans tout. Mais en soi, ça reste la créature parmi nous dans une base au milieu de l'Antarctique, avec en plus des effets numériques qui sont parfois vraiment horrible, enfin qui dénaturent la chose, si j'ose dire. Et ça a aucun intérêt, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu c'est marrant parce que c'est sorti en 2011 et c'est un peu le film embryonnaire de pas mal de trucs qu'on a vu par la suite dans la décennie où on fait des suites qui sont faites des remakes. Oui, je pense à Star Wars ou à Jurassic World, tous ces films-là. Et c'est un peu le trope de ça, c'est-à-dire qu'on te vend un film sur une marque, mais il n'est que le 10e de l'ombre du truc de base. Et il n'arrive jamais à en tirer son épingle du jeu vis-à-vis de son modèle écrasant. Et en fait, c'est pas un film très intéressant, puisqu'en plus, il raconte un truc qui était déjà que tu vois quand même déjà pas mal dans le film d'origine. Donc, tu sors du film en disant, mais en fait, à quoi ça sert, quoi. Surtout que le film concrètement s'appelle The Thing en plus. Il s'appelle The Thing. Il n'y a même pas The Thing épisode 1 ou mes couilles. Il y a Before The Thing. Ça s'appelle The Thing, quoi. C'est un aveu d'échec complet dès le titre, le truc. C'est ça. Mais c'était une très mauvaise idée parce que justement, l'intérêt principal, c'est qu'on n'ait pas les réponses et qu'on puisse nous-mêmes projeter nos propres peurs, nos propres envies, que ça fasse travailler l'imagination. Et là, on veut nous proposer un film qui répond à des questions dont on veut pas les réponses. Donc déjà, c'est une mauvaise idée. En plus, il a le cul entre deux chaises parce que préquel, mais en même temps remake aussi. Donc ça va pas. Et si encore il y avait eu un effort au niveau de la mise en scène, qu'on nous proposait quelque chose, justement avoir une relecture, une modernisation de cette histoire, ça aurait été intéressant. Mais là, on essaie de refaire le film de Carpenter, et en plus, ce qui est fou, c'est que ce préquel vieillit plus que le film de Carpenter. C'est dingue, parce que pour avoir revu les effets spéciaux, déjà c'était pas terrible à l'époque, mais alors maintenant c'est encore pire. Ouais, puis c'est marrant parce que c'est quand même, quand tu remets en contexte le film de Carpenter, c'est un film qui a pas marché à l'époque, qui a pas ramené d'argent, etc. Donc les mecs, 20-30 ans après, ils font un prequel, mais qui a été une production extrêmement bordélique, avec un réel dont on n'a jamais entendu parler depuis, et je crois que la production s'est très très mal passée, notamment sur les effets spéciaux, ça se voit. Et c'est très bizarre comme film. Je pense que Carpenter a encaissé son chèque comme d'habitude, et puis c'est pareil. Et puis à l'époque, il n'était pas du tout impliqué. Non. Comme il dit, il s'en fout. Hein. On me propose tant qu'on me donne de l'argent. C'est ce qu'on appelle un requel, quoi. C'est un remake caché sous une séquelle. Et il y en avait pléthore à l'époque. C'était une mode de ouf, mais maintenant on fait plus tellement ça. Je pense qu'ils ont compris que c'était un intouchable. Enfin, ils ont pas trop compris la leçon encore, manifestement. Ouais, ça va revenir. Il est sur Amazon Prime si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez 2 heures à perdre. Manifestement, on vous conseille pas particulièrement. J'entends les gongs qui arrivent et ça tombe bien parce que de toute façon j'ai fini mes notes. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, c'est juste un petit truc. Je crois que la nouvelle a été adaptée dans un format court par Irwin Allen, le mec qui avait fait l'aventure du Poséidon. Je ne l'ai pas vu. Okay. Je crois que la nouvelle a été adaptée. Mais il n'y avait pas une histoire comme quoi, à la base aussi, non seulement il y a la nouvelle, mais il y a aussi un truc qui vient des Contes de la Crypte ou quelque chose comme ça, non Non, par contre, clairement, la nouvelle, elle a influencé le 8e épisode de la saison 1 d'X-Files. Oui, dont on avait parlé dans le podcast. Clairement, c'est la même chose. Enfin, et par contre, il existe un autre montage du film, parce que pour la télévision, en fait, le producteur qui avait bossé avec Carpenter, qui apparemment aimait pas trop ce qu'avait proposé Carpenter, avait refait un montage du film, je crois, en enlevant certaines scènes ou en rajoutant d'autres choses, et Carpenter n'avait pas du tout aimé, et je crois qu'il y a des éditions en DVD qui proposent les 2 versions du film. Oui, comme pour Halloween d'ailleurs. Halloween, il y a une version spéciale pour la télévision qui ajoute plusieurs scènes qui sont d'ailleurs pas mal. Hein. Moi, dès que j'ai l'occasion, je mate celle-là. J'allais dire un truc que j'ai oublié, mais c'est pas grave parce que le gong, c'est retenti. Vous voulez rajouter un truc avant qu'on se quitte sur le film, sachant c'est que génial. 1 heure, c'est pas assez. Bah, écoute, peut-être un truc qu'on a peut-être pas dit, c'est que
qui est très con, mais qui est important de préciser, c'est que c'est un film d'horreur où les personnages sont assez intelligents. Dans le sens où déjà ils essaient de réagir très vite, et ce qui est assez dingue dans le film, c'est qu'il y a à un moment ils se séparent quand même. Non mais le désespoir fait que, mais je trouve que c'est un film où t'as quand même des mecs qui réagissent au quart de tour, qui essaient de trouver des solutions, qui essaient de cramer le truc, etc. Et c'est marrant, c'est que plusieurs fois dans le film ils pensent avoir résolu le truc, et finalement ça leur revient dans la tronche. Mais je trouve que c'est assez rare de voir un film du genre où les mecs essaient quand même de trouver tout de suite des solutions concrètes et pas de dire oh mon dieu on va terminer. Sur les 12 personnages, t'en as pas un qui a un boulet. Ouais. Il y en a qui ont plus de caractère, il y en a qui sont plus speed, il y en a qui sont un peu plus... Mais il y en a pas un qui reste prostré dans un coin, effectivement, en se disant on va tous crever. Non, ils sont vraiment dans la réaction, quoi. Et c'est assez agréable, je suis d'accord. Ce qu'on pouvait ajouter aussi à la rigueur, c'est que encore sur le domaine littéraire, il y a... En 2 ans, il y a 50 pages inédites. Il y a 2 ans, il y a 50 pages inédites qui ont été découvertes de la nouvelle originale, qui n'avaient jamais été publiées, et qui a été réédité sous le nom Frozen Hell. Donc je ne l'ai pas lu encore. Et qui en fait sont 50 pages que Campbell n'avait pas utilisées dans sa version finale. Donc la version finale qui voulait, c'est celle qui a été publiée en livre, mais qui apparemment ajoute des éléments en plus à l'histoire. Je ne sais pas vraiment lesquels. Je sais que dans l'édition du Bélial, ils n'y sont pas, par exemple. Ils n'ont pas été traduites. Le Bélial n'a pas voulu les traduire. Mais ça a le mérite d'être mentionné. Et peut-être qu'ils vont se servir de ces 50 pages pour le futur remake que Blumhouse prépare. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on n'a pas parlé de ça. Y a ça. Ouais, on n'a pas parlé de encore ça, un remake? Ah non. Ouais, Blumhouse prépare un remake. Donc apparemment, Carpenter est impliqué à la production un peu de la même manière qu'il l'a été pour le dernier Halloween. Pour Halloween, les derniers, parce qu'il y en a 2 qui arrivent. Voilà, ouais, il y en a 2 qui arrivent. Et donc apparemment, il est impliqué. Alors effectivement, ça a fait tout un turmoil autour enfin personne veut voir ce truc se concrétiser. Après, quelque part, moi, après y avoir réfléchi, je me dis s'il y a des éléments dans les 50 pages de Frozen Hell qui sont utilisés, qui n'ont jamais été utilisés, qu'on utilise les idées de Rob Bottin qui n'ont pas été employées dans le film original. Ouais, des storyboards qui n'ont pas été utilisés. Pourquoi pas après, est-ce que ça peut, est-ce qu'un film comme ça, comme tu le disais, est-ce que ce film pourrait ne pas être potentiellement un film d'horreur post-Covid intéressant? Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc je suis moins fermé à l'idée du fait du contexte de me dire peut-être qu'il y a quelque chose à raconter. Par contre, si on retourne encore en Antarctique dans le truc, c'est ça, il faut qu'il s'approprie le truc. Il faut qu'il se l'approprie. Il faut qu'il fasse aussi différent que Carpenter quand il a pris. Il faut se réapproprier. Il faut prendre une personne qui va se réapproprier le truc. Tu vois, limite, moi, je verrais bien. Tu prends Guillermo del Toro. Le mec, je suis sûr qu'il pourrait faire un truc. En plus, le pauvre, il voulait faire les montagnes hallucinées. On l'a pas laissé faire, donc peut-être moi je dis trop évident justement. Ouais, trop évident. Ouais, mais je l'aime bien lui aussi. C'est alors The Thing, voilà. concrètement. Max Pécasse justement. Bah oui, par exemple. Michael Bay aussi pendant qu'on y est. Allez. Ils ont déjà un réal, je crois, mais je sais plus qui c'est. Si, après, le réalisateur là qui a fait Dr. Sleep et qui a fait les excellentes séries de Netflix, The Hunting, et il serait pas mal lui. On est un peu loin de son créneau. Ouais, c'est pas du body horror. Ouais, mais je suis sûr qu'il pourrait faire un truc sympa, tu vois, genre quelqu'un un peu d'inattendu qui nous surprendrait, tu vois, ça serait pas mal. Moi, j'ai à nouveau confiance en Blumhouse depuis qu'ils ont sorti L'Homme Invisible. Moi, c'est le mec que j'avais cité, Lee Whannell, qui a fait L'Homme Invisible et Upgrade, qui est à la base un scénariste de James Wan. Et c'est un type dont les réels sont assez intéressantes et qui pourrait, je pense, peut-être faire un truc avec Après, il faudrait pas en faire une sorte de maître étalon du genre et que ça devienne trop systématique, tu vois. Moi, je trouve ça un peu dommage. Il y a plein de réels qui peuvent faire des trucs super. Après, je pense que cette espèce d'histoire de créature protéiforme qui prend des diverses formes, ça peut aussi servir des thèmes d'aujourd'hui qui sont très représentés au cinéma, notamment sur la différence, sur l'intégration, je pense qu'il y a quelque chose qui est exploitable. Je dis pas que je l'aborde pas avec méfiance, mais je pense que dès le premier trailer, je serai devant mon ordinateur le premier pour juger de ce que ça peut donner. Je condamne pas le truc par avance, mais est-ce que ce sera meilleur que le Carpenter? Je pense que c'est vendu d'avance que non, quoi. Bah c'est pas possible d'être meilleur que lui. Ça n'empêche. Moi j'ai peur du syndrome Halloween pour le coup. On peut en tirer un film pertinent. À défaut d'être un très grand film, je pense qu'on peut en tirer un film pertinent, donc je vais rester ouvert à l'idée. Donc on rendez-vous dans 1 ou 2 ans pour The Thing Kills avec une bande son de John Carpenter et il y a un vague crédit à la production. The Thing is back. Vous l'avez entendu côté actu, donc il y a la nouvelle qui est rééditée là au moment où vous aurez ce podcast, elle sera dispo en librairie et dans la collection 1 heure lumière qui est une excellente collection de nouvelles. Et côté actu, pour info, si ça intéresse les joueurs de plateau, il y a un jeu de plateau en ce moment sur Kickstarter qui surcartonne.
Ça a l'air d'être entre Zombicide et le loup-garou de Tierce-Lieu, puisque forcément parmi les joueurs il y a quelqu'un d'infecté. Donc le jeu a l'air marrant. Mais oui, le truc est déjà rentabilisé à balle et pour la traduction française comprise, je crois. C'est Matago, mais il existe un jeu vidéo The Thing. Alors j'avais eu l'occasion de tester, il me semble que c'était sur PC, qui était pas trop mal justement, où il y avait ce côté un peu, ça jouait vraiment sur la paranoïa. Il fallait trouver qui était infecté, qui était pas infecté, trouver un moyen de s'en sortir. Et dans mon souvenir, il était pas si mal que ça. Je l'ai pas joué, sorti en 2005, je crois. C'était GameCube et PS2. Et de toute façon, il y a plein de petits médiums qui ont fait leur truc aussi. Il y a eu un comics apparemment qui a eu sa petite réputation. Oui, je crois. Et il y avait même quelqu'un qui a fait réécrire la nouvelle, mais du point de vue de la créature, qui disait je sais pas ce qu'ils veulent ces gens-là. Qui s'appelle Les Choses. D'accord. Les Choses, c'est sorti en 2010, mais alors je l'ai chez moi, mais l'auteur je ne me rappelle plus. Bon, et c'est un truc que j'ai entendu dans le fameux podcast de Split Screen dont vous parlez au début de l'émission et sur lequel on vous renvoie si vous voulez en apprendre un peu plus sur les coulisses, tout ça. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci. On arrive au bout de cette première émission de la saison et je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous demander, vous poser la question rituelle de fin, à savoir est-ce que ce film se revoit ou se voit pour la première fois. La réponse est manifestement oui. Et c'est un grand oui. Merci de m'avoir accompagné pour cet épisode et comme d'habitude on termine sur un petit tour de table pour votre éventuel instant promo. Faye, tu commences. Oui, écoutez, si vous avez envie de parler avec nous de pop culture, de parler de plein de sujets, je vous renvoie à notre site internet jamesfay.fr. Vous retrouvez toutes nos émissions, Comics Discovery, Geek en série, et la future émission ciné qui va arriver bientôt, qui s'appelle On a supprimé les rushs. Voilà. Pas mal. C'est une petite blague entre nous. L'univers des podcasts qui commence par on. Jean-Victor. Moi, vous pouvez me retrouver sur cloneweb.net, sur lequel j'écris des critiques ciné de temps en temps. Bon, moins d'actualité en ce moment, parce qu'évidemment, il y a moins de choses qui sortent en salle, mais on essaie quand même de couvrir notamment les sorties françaises. Et on fait un podcast tous les mois qui s'appelle Happy Hour. Arnold. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur La Grande Entrée, vidéo et sur la littérature et le cinéma fantastique et d'épouvante. Vous pouvez aussi me retrouver du coup sur Facebook, Twitter, Instagram sous le nom La Grande Entrée. Ce mois-ci en kiosque dans l'écran fantastique spécial Hammer, où j'ai signé les articles. Oui, il était pour toi celui-là. J'ai signé les articles sur les sagas Frankenstein et Dracula, donc un corpus de plus de 20 films. Enfin, c'est long, donc bonne lecture. C'est en kiosque. Et puis, si on est sur le sujet de Carpenter, si jamais vous voulez lire le Joker qu'il a scénarisé pour DC, j'en ai été le traducteur, c'est chez Urban Comics, dans un volume qui s'appelle Justice League War. Voilà. J'avais oublié. J'ai chopé en VO, mais je l'ai pas lu. Voilà, il est dispo et j'en suis très fier. Merci à l'équipe de MacMad de m'avoir confié et à Urban Comics de m'avoir confié cet agréable travail. Donc une BD, un magazine à rajouter dans la besace que je ne lirai pas avant un moment. 2025. Voilà. À cause des petits bruits d'enfants que vous avez dû entendre depuis le début de l'émission. De mon côté, @cesba ou @patrovieux sur Facebook, Twitter, si vous voulez suivre l'actu du podcast. N'hésitez pas à laisser une petite bafouille sur Apple Podcast, une petite note, ça fait toujours plaisir. C'est aussi l'endroit de nous dire quel sujet vous voudriez qu'on traite. Et comme toujours, vous pensez à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, en parler au repas dominical, à Tati Daniel. Je suis sûr qu'elle n'a pas vu The Thing. J'en parlerai à mon cheval. On va lui dire, mais c'est un film très gentil, il y a des chiens, il y a de la neige, c'est sympa. C'est un premier rendez-vous galant, je pense que c'est parfait. C'est bientôt Noël, c'est parfait. Mais oui, c'est un film de Noël, mais voilà. Ça pourrait être génial, remonter le film sur Jingle Bells. Mais ça se teste. Défi accepté. Je n'ai pas le temps, mais trouve quelqu'un et je relayerai. Dernier petit mot concernant les trucs qui vont arriver. Le prochain numéro, dont on n'est pas trop vieux, sera un peu particulier puisqu'on va s'intéresser à plusieurs séries télé, mais surtout un segment télévisé qui les a diffusées. Je veux parler de la trilogie du samedi. Et oui, il y a un petit truc sympa au milieu de cet épisode qui est en train de se préparer, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour ça. Du côté des autres shows, il y a un épisode d'éléments déclencheurs sur Patrice Lecomte qui devrait être mis en ligne prochainement, si ce n'est pas déjà fait, au moment où celui-là sera diffusé potentiellement d'ici 1 à 12 semaines. Et d'ici la fin d'année, il y aura un hommage collatéral sur un mangaka pour changer.
Pas de nouveaux projets de podcast pour le moment. Bon, ça va, t'en as quelques-uns quand voilà, même. paternité oblige. Mais des nouveaux projets quand même. Ce sera peut-être mieux que le lancement d'un podcast. Le confinement et les derniers mois ont été assez studieux et on va pouvoir bientôt annoncer quelque chose. Peut-être même dès la prochaine émission. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que la bande-son du film n'est pas mémorable, mais est-ce qu'il y a quelque chose un morceau sur lequel on peut conclure? Le thème. Le thème, tout simplement. Ah oui, le thème, ouais. Oui, parce que je pense que là, pendant l'enregistrement, je sais pas ce que je vais implanter d'autre à part le toun. Il y a sûrement des remixes. Mais il est trop bien, le thème. Ouais, des versions métal, techno, de tout avoir. Donc, oui, mais j'ai plus le temps de faire des recherches. Il faudra que je me contente de la bande son originale et puis basta. Merci les enfants, on vous donne rendez-vous donc dans quelques temps pour la suite. En attendant, vous avez des émissions de Faye et James, James, oui, tu veux y arriver. James d'un côté, celle de Jean-Victor de l'autre et la grande Lantry en troisième point. Des bisous à tout le monde, portez-vous bien, gestes barrières, tout ça, des bisous. Check du coude. Voilà, check du coude, j'allais le dire. Merci, voilà, gros bisous. Faites-vous tester. Salut. Vous êtes peut-être la chose. On n'est jamais trop prudent. Allez, ça c'est fait. Hop.
Oui, le catalogue interactif. Est-ce qu'il y a des promos sur des Lego ou pas? Sinon, ça m'intéresse pas. Hein. S'il n'y a pas de promo sur les Lego... Les Lego The Thing. Oh putain, ouais. Le prochain Lego IDs. Il le faut absolument, celui-là. Ça va être compliqué à faire, mais ils peuvent. Et aujourd'hui, Lego, ils peuvent tout faire.